C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire du lucratif. On vous l'avait promis, annoncé, eh bien nous voilà, on est prêts. Donc vous allez les voir apparaître au fur et à mesure à l'écran, vous allez voir Fabien, Alexandra et Anne qui vont participer à ce webinaire et moi Norbert, je vais vous le présenter et essayer d'organiser un peu tous les éléments techniques. Alors, on va tout de suite vous annoncer le sommaire. Si je trouve. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez vu qu'on va balayer à la fois des choses sur la branche. On vous parlera de développement, de l'intérêt d'adhérer à la CFDT et le pourquoi surtout dans le dossier qui nous intéresse. On rentrera dans les grands principes. Alors, on vous a déjà fait une vidéo assez conséquente, hein, juste à la sortie de la commission, comment on appelle, mixte paritaire, la dernière commission, avant la signature. Donc maintenant, vous avez vu, pour ceux qui nous suivent, qu'effectivement l'accord est signé par la CFDT suite au vote du Conseil fédéral, mais tout ça, on vous l'avait déjà expliqué. Là, on va vraiment aujourd'hui rentrer dans le détail. Alors, on va, avec Fabien tout à l'heure, parler des grands principes et puis revenir sur la présentation de l'accord, sachant que, vous l'avez vu, on va vous proposer 3 webinaires. Hein. Donc, ce premier-là, on va se concentrer sur ce qui change en général sur cet accord et on va tout de suite, on ira voir les systèmes de classification et de rémunération, notamment ce qu'on appellera Herman, vous verrez, le revenu minimum que Anne nous présentera en détail. Et puis on terminera par une sorte de synthèse sur tout ce qui change. Alors, vous avez vu que dans les webinaires 2 et 3, on continuera de rentrer dans les détails. Et puis dans le 3, on aura peut-être le temps de vous en parler aujourd'hui, on rentrera aussi dans toutes les phases de transposition. J'en parle parce qu'il y a déjà des questions qui sont posées là autour. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la présentation et je vais tout de suite donner la parole à Fabien pour, voilà, Fabien pour les grands principes. Merci Norbert et bonjour à tous et toutes. Alors comme tu l'as très bien dit Norbert, on va revenir sur les grands principes. Rapidement, on s'était engagé une fois l'accord signé, donc qui a été signé majoritairement par la CFDT et l'UNSA, à mettre tout un dispositif d'accompagnement en place. Donc on reprendra évidemment et on reviendra vers vous pour la tournée fédérale qui va se passer dans chaque région de France afin qu'on puisse accompagner les adhérents et nos militants sur ce nouvel accord et l'appropriation de cet accord. On s'est engagé évidemment à faire des webinaires. Donc comme le disait Norbert, 3 webinaires sont déjà prévus. Hein. La prochaine est le 9 mai et puis la dernière sera le 6 juin. Et puis évidemment, vous retrouverez tout ce qu'on va se dire aujourd'hui dans un guide pratique réservé aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et à nos adhérents, où on reprendra l'ensemble des webinaires afin que vous puissiez vous l'approprier au mieux dans les entreprises et répondre à vos dernières questions si besoin. Donc les grands principes de cette négociation, on a déjà beaucoup échangé lors des lives. Vous le savez, quand on arrive en 2021, on a 3 chambres employeurs, la Fédération Hospitalisation Privée, donc qui regroupe le côté sanitaire, le CINERPA qui regroupe les EHPAD, le médico-social, et puis le CNET qui regroupe tous les centres thermaux du thermalisme. Cette branche, c'est quoi? C'est environ 300 000 salariés.
qui avait l'habitude depuis presque 15 ans de travailler par secteur, ce qui ne correspondait pas à la CFDT. Et la première pierre à mettre dans cette branche qui nous a paru évidente, c'était les classifications et rémunérations. Pourquoi je dis ça? Puisque le but de tout ça, c'est qu'à la fin, on arrive à une seule convention collective unique pour tous et toutes et qu'il n'y a plus de disparate entre le médico-social, le thermalisme ou le sanitaire. Cette branche, c'était avant l'avenant 33, 62 coefficients infra-SMIC. Donc pour beaucoup des revenus annuels garantis qu'on a appelés RAG pour pouvoir couvrir les salaires pour qu'ils atteignent le texte légal, c'est-à-dire le SMIC, et quelque chose de pas modernisé avec des politiques salariales d'entreprise qui avaient pris le pas sur la branche puisque le texte conventionnel qui nous régit tous, donc le minimum conventionnel, n'était plus au goût du jour et n'était plus du tout attractif. Rapidement, à l'été 2021, on se rappelle, il y a un engagement fort des chambres patronales et sous pression de la CFDT pour signer et puis pour qu'on puisse avancer sur cette grille de classification. On rebalaye 2022 où on avait dit à l'été 2022 il nous faut quelque chose. Quand à l'été 2022 les chambres patronales prennent leur temps et qu'on voit que ça ne va pas assez vite, la CFDT décide de faire appel à l'ensemble de ses adhérents militants. Alexandra y reviendra tout à l'heure sur la journée du 18 octobre qui a fait une grève quand même historique nationale. Et là, le changement de temps est donné puisque les commissions paritaires s'enchaînent, les réunions de travail s'enchaînent tous les 7 jours pour avoir un texte sur table signable en fin février. Et la CFDT le signe mi-mars avec l'UNSA. Voilà un petit peu, en gros, je vais le faire rapidement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé sur l'histoire de la négociation et où on en est. Il reste maintenant à négocier l'accord de transposition, donc ce qui va régir le texte que vous avez aujourd'hui, les classifications que vous avez aujourd'hui avec la valeur du point, avec demain le revenu annuel. Donc c'est en cours de négociation. La prochaine commission de négociation est prévenue fin mai. Et donc pour qu'on ait un dispositif applicable et à mettre en place au 1er janvier 2024. Donc on reviendra tout à l'heure avec Anne sur l'avenant 32, les démarches qu'on a fait, et puis l'avenant 33. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on pense dans la bonne ligne. Alexandra, je vais lui passer la parole, mais au vu de l'augmentation des adhésions qu'on fait dans le secteur lucratif et la réactivité que vous avez, on sent qu'il faut encore avancer plus vite et puis d'autres chantiers vont s'ouvrir, notamment sur la prévoyance, la formation professionnelle. Voilà un petit peu pour faire rapidement le tour de la négociation. Merci Fabien. Alors on va essayer de régler 2-3 petits soucis techniques pour pouvoir afficher à l'écran ce dont Alexandra va vous parler. Je la laisse se présenter déjà. Je te passe la parole Alexandra. Bonjour à tous, donc moi c'est Alexandra Font-Labatte, je suis secrétaire fédérale au pôle développement à la CFDT. Donc pour moi il me paraissait important de vous faire un peu un focus sur notre syndicat pour que vous sachiez vraiment qui nous sommes. Donc la CFDT, c'est la Confédération française démocratique du travail. On est la première organisation de France. On a actuellement plus de 600 000 adhérents présents dans tous les types d'administrations et d'entreprises, sur tout le territoire et sur tous les champs professionnels. La CFDT Santé Sociaux est actuellement à 88 000 adhérents dans les secteurs sanitaires, médico-social et social, aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques. Donc, nos valeurs, qui sont la base de notre syndicat, sont la démocratie, c'est une valeur qui est notre identité, elle est même au cœur de notre sigle. Il y a l'émancipation en tant qu'individuel ou collectif, ça permet une reconnaissance et de se prendre en charge et d'agir ensemble. La solidarité, c'est faire le choix de l'entraide pour défendre le droit de tous. L'égalité, pour lutter contre toutes les formes d'exclusion, de discrimination, de xénophobie, de racisme ou de sexisme. Et nous avons aussi l'indépendance. La CFDT estime être indispensable qu'on soit indépendante, que ce soit de l'État, des politiques ou de la religion. Cette position nous permet de conserver une autonomie et un sens critique, ce qui fait aussi que ça nous permet d'impulser ou d'infléchir les décisions du gouvernement. Cette indépendance, forcément, elle va de pair avec nos adhésions. On est ce qu'on appelle un syndicat d'adhérents. Nos moyens découlent des adhésions. Afin que ces derniers contribuent avec leur cotisation et leur engagement à toute l'organisation de la CFDT.
Adhérer à notre syndicat, c'est aussi obtenir des services. Pour soutenir ses adhérents et leur être utile dans leur quotidien, la CFDT a développé depuis de nombreuses années des offres de services de plus en plus nombreux et complets chaque année, comme par exemple la Caisse nationale d'action syndicale, la CNAS, ce qui permet d'avoir des budgets, des soutiens juridiques en cas de coup dur. Vous avez réponse à la carte. Par le biais de notre site internet des adhérents, vous pouvez poser toutes questions, que ce soit professionnelles ou personnelles. Nous répondrons à vos questions. Nous avons une caisse de grève qui est unique, ce qui nous permet, au bout de la 7e heure de grève, de pouvoir indemniser nos adhérents. Nous avons aussi des petites annonces telles que « partage un toit ». Donc c'est un collectif. La cotisation, ça représente à peu près 0,75% de votre salaire. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagnerait 2 000 € par mois, ça vous ferait une cotisation de 15 € par mois. Mais de là, une fois par an, vous pourrez déduire les 66% de déduction fiscale de vos impôts. Ce qui fait que à la fin, vous avez une cotisation de 5,10 € par mois, comprenant justement cette assurance professionnelle. Donc on va pouvoir voir que dans le lucratif, grâce à vos revendications, à vos mobilisations, on a eu une augmentation de plus de 20% en 2 ans de vos adhérents. Vous êtes actuellement plus de 8 000. Donc vous voyez bien que les adhérents ne cessent d'augmenter et on voit bien un boom après votre action du 18 octobre où, je vous rappelle, partage tes profits, où ça avait été bien communiqué. Donc voilà, ce collectif permet une représentativité dans nos élections aussi. Et justement, Fabien, il va nous parler du décret de la représentativité. Donc ça, c'était pour les 88 000 adhérents. Donc pour faire un focus un peu sur notre syndicat, vous voyez bien que nous cessons d'augmenter notre nombre d'adhésions, surtout depuis la réforme de la retraite. Donc, comme je vous ai dit, Fabien, il va vous présenter un peu plus longuement le décret de représentativité. Voilà, donc merci beaucoup Alex. Alors ça peut vous paraître un peu saugrenu qu'on fasse un focus sur la nécessité d'adhérer à la CFDT, mais je vais demander à Fabien de nous dire pourquoi est-ce qu'on a tenu dans ce premier webinaire à vous en parler, parce qu'on prépare effectivement la suite. Fabien ? Oui, alors, ça nous paraît important. Pourquoi d'en parler? Puisque on parle à nos adhérents, à nos militants, et on voit que quand nos actions collent avec les besoins des salariés, collent avec le terrain, on a une augmentation de 20% des adhésions et ils rejoignent nos militants. On va mettre, on vous l'a dit, plusieurs outils en place à votre disposition, dont notamment un simulateur paye qui est en cours de création, qui devrait être livré dans les prochaines semaines. Donc ça sera un Je suis, je deviens, qui sera réservé à nos adhérents également. Et uniquement à nos adhérents parce qu'on a besoin de cette représentativité, Alexandra en parlait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez faire vos élections professionnelles, je sais que vous êtes tous en plein dans les élections professionnelles, suite aux ordonnances Macron, il y a le renouvellement complet des CSE. À chaque fois que la CFDT augmente et prend des pourcentages dans les établissements, que ce soit du thermalisme, Synerpa, FHP, au bout du bout, tous les 4 ans est comptée la représentativité nationale des organisations syndicales. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être à 39,20 dans la branche, donc d'être la première organisation. Vous l'avez très rapidement compris, pourquoi c'est avancé aussi vite et pourquoi en 2 ans on obtient un dossier de plus de 15 ans, parce qu'on est la première orga et qu'on sait appuyer et qu'on sait y aller. Sans cette représentativité et sans être les premiers, je ne suis pas sûr qu'on aurait la force et l'engagement, en tout cas en face de nous des employeurs, pour pouvoir être leur premier interlocuteur et pouvoir poser sur la table nos revendications. Donc, toutes vos élections, tout ce que vous allez faire sur le terrain, tous les 4 ans, ce calcul nous permet au niveau de la branche de rester premier et d'avancer. Donc aujourd'hui, on est à 39,20, on espère demain être à 40 et puis un jour être majoritaire à 51%. Et pour le coup, la CFDT fera ce qu'elle veut ou ce qu'elle ne veut pas. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui nous est primordial, je vous le répète souvent. Et puis, plus on a d'adhérents avec nous, plus vous avez de sections syndicales de créer dans les entreprises, plus la voix de la CFDT est forte, plus on peut avancer de notre côté au niveau national sur les négociations de branche conventionnelles. Voilà, merci. On va tout de suite passer au chapitre sur les grands principes qui ont guidé la négociation. Et je crois que c'est toi, Fabien, qui va garder la parole. Voilà. Et on va
regarder ces grands principes qui ont guidé la négociation. On t'écoute, Fabien. Oui, alors du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, on a eu la première chose, les salaires. Donc, vous avez à l'écran, effectivement, la base de 2022, donc ce que vous connaissez depuis 2002. Et puis, sur le petit graphique, rapidement, on vous a représenté les métiers, des métiers un peu ciblés avec l'avenant 33 demain, qu'est-ce que ça va projeter. Donc, en bleu, ce qu'il y avait avant, en orange, ce que j'aurai après avec l'avenant 33. Juste un graphique pour vous montrer quand même qu'on a essayé de regarder tous les métiers un par un sans essayer d'oublier personne. Même si la doctrine, et vous le savez très bien, des employeurs est de cibler des métiers spécifiques. Je prends l'exemple d'infirmière parce que finalement les autres, c'est un peu moins important et puis au pire, on peut externaliser. Pour la CFDT, c'était important que l'ensemble des salariés soient reconnus par cet avenant 33 et on va continuer à se battre notamment dans le secteur du thermalisme où le gap était un petit peu haut, où il faut qu'ils aient un délai de raccordement, mais on en parlera un peu plus tard. Et donc, on va continuer à avancer là-dessus et à pouvoir pousser tout ça. L'avenant 32, qu'est-ce que c'est? L'avenant 32, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'interrogations. C'était de partir de la FHP avec 62 coefficients infra-SMIC à avoir une valeur de points unique avec l'autre chambre patronale qui est le Synerpa thermalisme. Et donc, de mettre un point unique à tout le monde permettait l'accord de transposition et donc de transposer ces nouveaux accords de classification. Donc, pour nous, on l'a toujours dit, la première marche était l'avenant 32. Donc, on a signé l'avenant 32, nous et l'UNSA, pour signer l'avenant 33. Sans cet avenant 32, il n'y aurait pas eu d'avenant 33, il n'y aurait pas eu de marche en avant et l'ensemble des chambres patronales n'aurait pas pu se mettre raccord pour transposer l'ensemble des classifications en rémunération. Alors, rapidement quelques exemples. Alors, le Herman, on l'a dit tout à l'heure, le revenu minimum annuel pour chaque métier, puisque Anne va nous en parler plus en détail, mais la valeur du point disparaît, comme on le dit depuis quelques mois, et les coefficients. Donc, une ASH demain sera Ségur intégrée et sécurisée, et je le répète, et sécurisée dans le salaire de base. Donc, la prime qui pouvait ou pas un jour sauter, on sécurise qu'elle est bien intégrée dans le salaire de base comme dans la fonction publique. Donc, on commencera à 23 500. Tout ça, c'est début de carrière sans éléments complémentaires de rémunération, ancienneté, expérience. On reviendra tout à l'heure dessus rapidement. Et puis, surtout dans le deuxième webinaire, on aura une aide-soignante qui commencera à 24 700, une infirmière à 30 000 € et puis on va à la sage-femme à 33 600. Ce qui fait un départ de carrière à environ, à SMIC plus 15% pour les ASH et puis on voit pour une IBOD, IBE à plus 61%. Petit graphique rapidement, on prend la ASH. Aujourd'hui, une ASH fait sa carrière. Alors, on vous a glissé une petite erreur pour voir si vous suiviez un petit peu. Donc, c'est 160 € puisque 183 c'est dans le public. Et donc, demain, le petit slide, juste pour vous montrer, elle commencera à 23 500 € et donc pour aller au maximum de sa carrière à 29 493 € brut. La même chose pour l'aide-soignante qui aujourd'hui peut atteindre en fin de carrière 25 592 €. Demain, elle commencera à 24 700 et pourra finir sa carrière à 32 604 €. La même chose pour on en a parlé tout à l'heure, un déroulé infirmière qui commencera à 30 000 € demain. Alors Fabien, sur les graphiques qu'on vient de voir, il y a trois couleurs. Tu peux peut-être nous en parler, nous le détailler? Ouais. C'est des comparaisons? C'est ça, c'est des comparaisons. On a les comparaisons et vous allez les retrouver. Tous ces, parce que certains doivent prendre déjà des notes. Vous retrouverez tout ça dans le guide pratique CFDT. On a comparé effectivement la fonction publique, donc la FPH, avec la FHP et puis l'associatif. Donc on voit quand même qu'il y a une forte évolution côté FHP qui n'atteint pas encore le public. Donc il faut continuer les négociations, il faut continuer à se battre, il faut continuer les réévaluations. Ce n'est pas parce qu'on a signé aujourd'hui un accord de classification que chaque année on ne va pas entamer au niveau de la branche des négociations annuelles comme vous avez dans les entreprises pour pouvoir continuer à augmenter les niveaux et notamment les premiers niveaux qui sont touchés notamment en ce moment par l'inflation et le pouvoir d'achat. Voilà, donc merci Fabien. On a
fait un tour sur les grands principes. Alors vous avez vu qu'on est allé un petit peu plus loin que la vidéo où on vous annonçait simplement 100 chiffres, mais les grandes lignes la dernière fois, c'était avant la signature, je vous le rappelle. Là c'était important avant de rentrer vraiment dans le détail, de dire voilà, ce que la CFDT, l'UNSA, enfin, ce que les syndicats ont cherché à faire négocier, sur quoi on s'est battu, qu'est-ce qu'on a voulu faire reconnaître à travers ce nouvel accord pour bien en comprendre ce qui va changer et ce que vous devez intégrer pour pouvoir l'appliquer correctement. On va continuer à rentrer dans les détails. On va laisser la parole à Anne, qui va aussi se présenter rapidement, même si on commence à bien la connaître. Et puis, on va continuer de dérouler notre webinaire. Oui, donc moi, Anne Lambrin, je fais partie de l'équipe des négociations nationales avec 3 autres de mes collègues. Et aujourd'hui, je participe pour vous expliquer cet accord. Effectivement, l'objectif de l'avenant 33, ça a été de moderniser toute l'architecture des classifications et d'associer une rémunération correspondante à ces nouvelles classifications. Le but vraiment, c'est qu'on ait un système qui soit lisible, compréhensible et surtout évolutif. Nous avons négocié le maximum du minimum conventionnel. 62 coefficients infra-SMIC, c'était plus possible en 2021. Donc en 2024, ça l'est encore moins. Et ce qu'on a souhaité également faire, c'est laisser le libre arbitre à chaque entreprise en local de pouvoir négocier un peu mieux. Donc on s'est efforcé de ne pas fermer de porte à la négociation en interne. Donc au final, le champ des possibles, il est gigantesque pour vous, puisque une fois qu'il y aura eu l'accord de transposition, vous allez pouvoir négocier en interne sur ce qui est intéressant et pertinent pour votre établissement. Donc, cette partie de présentation de l'accord, elle va se faire en deux parties, pardon. L'architecture des classifications et après la rémunération. Donc, la classification des emplois elle a été établie à partir d'une pesée d'emplois. Depuis plusieurs années, les organisations syndicales et patronales ont répertorié tous les métiers, les emplois repères, des emplois rattachés, et on fait une pesée d'emploi. Donc, les pesées d'emploi ont été faites en fonction de critères classants, qui sont au nombre de 5. Il y a le niveau d'études ou l'expérience équivalente, la complexité et la diversité des compétences à mobiliser, la responsabilité, la dimension professionnelle et l'autonomie. Ces emplois, ils ont été ensuite positionnés les uns par rapport aux autres, selon les critères de classification définis. Et le résultat de ce positionnement a abouti à 17 niveaux de regroupement des emplois dans lesquels ont été répartis des emplois repères, donc les plus représentatifs de notre branche, et des emplois rattachés. Les emplois rattachés, c'est des emplois qui peuvent être rapprochés d'un emploi repère en raison d'une proximité de formation, d'activité ou de compétences, sans pouvoir y être assimilés pour autant. Son positionnement dans la grille est identique ou proche des critères classants de l'emploi repère. Donc les nouveaux métiers, ils vont être intégrés à un niveau d'emploi après une pesée. Parce qu'en fait, il va y avoir, notre branche, elle est en perpétuel mouvement, donc forcément demain il va y avoir des emplois qui vont arriver, d'autres qui vont peut-être disparaître. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouvel emploi, ce sera vu en commission paritaire mixte et il y aura une nouvelle pesée pour attribuer un nouveau niveau d'emploi. Anne, je me permets de te couper parce qu'on avait 2 questions qui ont été posées au préalable du webinaire, alors soit dans le fil de discussion sur Facebook ou différents endroits où vous communiquez avec nous, notamment dans le groupe Facebook. Donc sur cette question-là, par exemple, on a Cédric, et je crois que tu viens d'en parler, mais c'est intéressant, de Cédric qui dit « Le métier de chef d'équipe sécurité incendie n'est pas reconnu. Y a-t-il des négociations au niveau de la FHP ou faut-il négocier par établissement ?» Donc, je pense qu'on est… Est-ce que tu peux nous répondre à la question et puis nous réexpliquer, justement, nous expliquer en détail cette histoire de pesée, comment vous avez imaginé les choses? Alors, dès lors qu'il y aura un nouvel emploi,
ce sera mis à l'ordre du jour d'une ce qu'on appelle une CPPNI, donc une commission paritaire permanente mixte d'interprétation, de négociation, et il va y avoir, avec les mêmes critères classants, une pesée. Et puis, pour le coup, le nouvel emploi sera mis dans un niveau d'emploi. Fabien? Oui, peut-être juste pour répondre à Cédric, puisqu'effectivement c'est quelque chose qu'on a identifié. Quand on a fait les élections sans les citer chez Orpea, on a découvert plus de 100 métiers qui n'étaient pas référencés dans la branche. Donc ce que dit Anne, c'est important, c'est-à-dire qu'un nouvel emploi où on saisit la commission mixte paritaire, on repèse l'emploi, c'est un nouveau emploi, il n'y a pas de sujet. Après, il va falloir qu'on regarde quand même dans chaque entreprise, puisque chaque entreprise avait créé, en l'absence de négociation de branche et d'avancée sur les classifications de rémunération, avait fait sa politique salariale et avait créé des emplois. Donc le travail qui va être là dans les prochains mois, c'est déjà de regarder dans chaque entreprise à quel niveau ils vont attribuer, je crois que c'est chef responsable incendie. Mais effectivement, s'il y a le moindre souci de position où le salarié dit à son délégué syndical « moi ça ne me convient pas, je pense que je devrais être situé là », c'est pour ça que l'adhésion est importante et qu'Alexandra le répétait, c'est-à-dire que vous allez vous retourner vers votre délégué syndical et le syndicat va nous alerter pour que nous on puisse demander le recalcul et la repeser de l'emploi. Donc il y a vraiment deux schémas, c'est soit que l'emploi n'est pas connu, on le pèse au niveau de la branche, si l'emploi est connu ou est mal positionné, contacter son délégué syndical d'entreprise et puis via le syndicat, on fera des commissions d'interprétation et on repositionnera bien le métier pour tout le monde. On l'avait déjà dit, beaucoup de travail aussi pour vous maintenant de votre côté puisque le texte conventionnel est sur table, mais c'est pour ça qu'on va l'accompagner et ça va quand même nous durer quelques mois jusqu'en janvier pour essayer de positionner tout le monde au bon endroit. Et je repasse la parole à Anne. Ouais. Et on comprend mieux pourquoi on vous a conseillé d'adhérer à la CFDT. On voit bien que plus on sera organisé en interne, plus ça sera facile de suivre cette application et de faire remonter les soucis. Alors, une autre question de Rachel sur les pesées d'emploi qui dit « Pourquoi ne pas avoir rattaché les rééducateurs, que sont les ergothérapeutes, aux kinés, comme cela était le cas pour les orthophonistes ?» Donc ça, on a une question pointue, mais s'il y a des emplois comme ça qui sont rattachés d'une manière, Anne, et que il y a des choses qui sont discutables ou que les évolutions changent, comment ça va se passer, Anne? Alors, nous, on est arrivé en 2021 pour Fabien. Moi, en 2022, il y avait beaucoup de pesées qui étaient déjà faites, sur lesquelles on n'a pas pu énormément travailler, enfin, du moins revenir dessus. Ce qui est sûr, c'est que, comme le disait Fabien tout à l'heure, s'il y a volontairement ou involontairement un mauvais positionnement, il ne faut pas hésiter à solliciter votre DS pour que nous, on puisse refaire un recalcul de pesée et que la personne, enfin les salariés, soient payés correctement par rapport à leur métier. Ça marche. On va continuer. Je te propose, Anne, tu es toujours à l'écran, on voulait vous parler des statuts professionnels. Oui, tout à fait. Ces 17 niveaux de classification, ils abolissent complètement les 3 filières d'emploi qu'il y avait. Les 95 emplois, les 732 coefficients, on n'en parle plus. Pour le coup, il n'y a plus que 4 statuts: employé, technicien, agent de maîtrise, cadre. Tout ce qui est employé, technicien, agent de maîtrise, cadre, qualifié, hautement qualifié, passage de A en B, tout ça, ça n'existe plus. Après, on va avoir sur la slide suivante les 17 niveaux. Oui. Et vous voyez bien qu'en fonction de la couleur, en fait, les statuts sont modifiés. Voilà. Si on vous l'affiche plein écran, vous avez effectivement donc les 17 niveaux dont Anne et Fabien viennent de parler, les emplois repères et les emplois rattachés qu'on vient de voir. Et puis dans les couleurs, vous retrouvez comment sont classées les choses. Voilà. Donc 30 emplois répartis en 17 niveaux d'emplois repères et attachés qui sont chacun associés à une rémunération minimale annuelle et 4 statuts. Donc on va passer pour le coup aux rémunérations, chose qui nous intéresse pleinement. Donc la nouvelle structure de rémunération, elle se compose donc de rémunération annuelle minimum
par niveau d'emploi, donc ce qu'on va appeler le Herman, et viennent s'ajouter à ça tous les ECR, donc éléments complémentaires de rémunération. Donc on a l'expérience, on a l'ancienneté, on va avoir les ECR activités, les ECR compétences, tout ce qui est suggestion, donc dimanche, férié, astreinte, déplacement sur astreinte. Après, vraiment, on va se concentrer aujourd'hui sur le revenu minimum annuel de niveau et tous les ECR, on les verra dans le webinaire 2 parce que comme c'est un avenant assez complexe, on a préféré vraiment découper cet accord pour que vous puissiez profiter pleinement de l'accompagnement. Donc, la rémunération minimale annuelle de niveau, c'est en fonction de l'emploi occupé selon la nouvelle classification. Donc, ça correspond à une rémunération pour un équivalent temps plein à 35 heures semaine. Donc, il faudra proratiser en fonction de votre temps de travail quotidien. Ça intègre les Ségur 1, les Ségur 2, la revalorisation, la forcade et les Ségur des pharmaciens et des médecins coordinateurs. Tu voulais rajouter, Fabien ? Oui, ce qui est important, je pense qu'il faut qu'on s'arrête 2 secondes parce qu'on a vu toutes vos questions. Il y a beaucoup de questions où vous nous interpellez sur c'est pas assez, c'est assez, etc. Nous, on a un bonhomme, on l'appelle avec 2 jambes depuis le début avec Anne. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces négociations, c'est qu'on est là pour négocier, comme disait Anne, le maximum du minimum conventionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez un point à 7,05. Dans énormément d'entreprises, vous étiez à 7,10, 7,15, 7,22, 7,50. Donc, les entreprises n'ont pas attendu de faire leur politique salariale, ils n'ont pas attendu la branche puisque la branche était en convalescence et avait tous ces 62 coefficients infra-SMIC. Donc aujourd'hui, ce qu'a négocié la CFDT, c'est le maximum du minimum conventionnel. Donc c'est le texte de départ. Vous, votre job maintenant, et dans les entreprises, surtout délégués syndicaux, c'est d'aller négocier tout cet ensemble. Et on le voit très bien à l'écran. C'est-à-dire que le Herman, ce que va détailler Anne tout de suite, et l'ensemble des ECR, ça va être à vous de le négocier. Puisque nous, c'est la base conventionnelle et cet accord, il doit vivre dans vos entreprises à travers vos négociations locales d'établissements ou de groupes. Donc nous, on était attachés quand même à avoir un haut niveau minimum conventionnel pour que vous ayez un texte de départ, comme le disait Anne, harmonisé, évolutif, garanti. Et c'était important qu'on sécurise cette prime Ségur. Maintenant, on va venir se rajouter, vous le voyez à l'écran, l'ensemble des ECR, les suggestions, et puis on en parlera dans le 3e webinaire, l'importance de vos NAO locales, donc négociations annuelles obligatoires, afin de faire évoluer le Herman, puisque tout part du Herman, mais aussi l'ensemble des ECR, que ce soit l'ancienneté, l'expérience ou les compétences. Donc c'est vraiment, je pense qu'il faut qu'on se dise bien les choses. Il y a le conventionnel qui est l'une jambe, et le local, les négociations locales annuelles, les accords de transposition locale qui vont avoir lieu, qui vont être cette 2e jambe pour pouvoir obtenir le maximum dans vos groupes ou dans vos établissements privés. Alors Fabien, on a une question dans le fil de discussion. Pour ceux qui s'inscrivent en dessous du webinaire, vous pouvez poser vos questions ou participer à une discussion, on l'a vu. Donc je vais la mettre à l'écran normalement, voilà. En tout cas, je vous la lis. Santé Atlantique qui demande, nous avons actuellement une prime annuelle, se rajoute-t-elle au Herman ou à la RAC? Donc Fabien, est-ce que tu peux répondre, même si je crois que tu viens d'en parler un peu justement? Alors, tout ce qui est prime annuelle, prime de 13e mois, etc. ne rentre pas dans le revenu garanti annuel conventionnel et tout dépend de la prime que vous avez négociée dans l'entreprise. Parce que les accords d'entreprise qui vont bouger, on nous dit, enfin, certains de nos cousins syndicalistes qui n'ont pas signé cet accord nous disent tous les accords locaux vont tomber, tout va disparaître. Mais qu'on se dise bien les choses, les accords locaux d'entreprise ne vont pas tomber avec une nouvelle grille de classification. Ce qui y aura toujours comme comparatif et ce qui existait d'ailleurs déjà, c'est-à-dire qu'au bout de l'année, les employeurs calculent l'ensemble du salaire versé à leurs salariés et viennent faire un comparatif pour savoir si oui ou non ils sont dans le texte conventionnel. Mais je prends un exemple, alors Santé Atlantique je connais bien, c'est à Nantes, je prends l'exemple à côté du Confluent d'où je viens,
l'accord, la prime 13e mois qui est dans un accord indépendant, etc., il va continuer à vivre, il va continuer d'exister. On a eu la prime, un accord prime chaussure, le jour où nous posait la question, la crainte qu'il tombe. Tous vos accords locaux ne vont pas tomber demain du jour au lendemain. Et pour rappel, hein, un employeur qui dénoncerait un accord local d'entreprise, c'est 15 mois. Donc il a 15 mois pour le dénoncer et pour le renégocier. Par contre, effectivement, mais on y reviendra tout à l'heure et je voyais qu'il y avait une autre question là-dessus, c'est tous les accords qui font référence au coefficient ou à la valeur du point. C'est là où il va falloir qu'il y ait une transposition dans votre entreprise et vous allez pouvoir vous aider de l'accord négocié nationalement de transpo pour pouvoir bien positionner les nouvelles rémunérations. Donc, j'entends hein, certains qui agitent le torchon rouge et qui n'ont pas été signataires de cet accord, mais maintenant il faut parler, je pense, simplement aux salariés. Il faut un peu se rassurer parce que on ne peut pas perdre de salaire, ce n'est pas possible. On ne peut qu'en gagner. Et sur l'ensemble de ces tracks, vous allez pouvoir intervenir directement au niveau du local et l'améliorer, comme c'était le cas déjà depuis 20 ans dans cette branche. Merci Fabien pour la réponse à cette question. Donc vous pouvez continuer à en poser hein, dans le jeu de questions-réponses où il y en a qui participent dans la discussion. On passera en revue un petit peu vers la fin du webinaire vos remarques, quitte à revenir un peu sur ce qu'on a dit. On va continuer, on va enchaîner. On est en train de parler de la rémunération avec Anne et on va avancer sur cette question du revenu minimum annuel de niveau avec ce qui est dans l'accord. Anne, je te redonne la parole. Oui, tout à fait. Vous avez pu le remarquer, il n'y a plus de coefficients, plus de points. Donc, comme le disait Fabien, toutes les rémunérations qui sont liées dans vos établissements aux points ou aux coefficients, on verra ça au 3e webinaire, mais c'est des choses qu'il va falloir aller renégocier en interne. Vous aurez votre propre accord de transposition également. Donc, 17 niveaux de rémunération qui vont de l'ESH, enfin de l'agent thermal au directeur. Dans la slide suivante, normalement, on a le petit tableau. Voilà. J'imagine que vous avez déjà tous été voir l'annexe de cet avenant pour savoir comment était rémunéré le niveau. Il faut bien entendre que cette rémunération, elle est d'entrée de gamme, c'est-à-dire sans expérience, sans ancienneté, sans ECR. Donc, c'est vraiment le minimum. Après, il y a des dispositions particulières pour les établissements thermaux. Comme l'expliquait Fabien tout à l'heure, c'est des établissements qui n'ont pas le Ségur. Donc, pour aujourd'hui, les négociations sont encore en cours, mais aujourd'hui, ils ont une rémunération inférieure, mais toujours au-dessus du SMIC, qu'on s'entende bien quand même. Alors, on va les voir en gros à l'écran. Donc ça, c'est effectivement pour la FHP. Et voilà le Herman spécifique au thermalisme. Anne vient de nous expliquer le pourquoi. Et Fabien, tu voulais nous repréciser, je te passe à l'antenne. Oui, parce que effectivement, on a la grille classique avec l'agent thermal, 20 512 qui correspond au SMIC, et puis on a dans cette annexe effectivement une grille spécifique thermalisme. On ne va pas se trahir, on ne va pas se mentir, on s'était toujours engagé en se disant on ne laissera pas les copains du thermalisme de côté et on ne les oubliera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, quand ils ont demandé une aide à l'État pour le prime Ségur, ils ne l'ont pas obtenu. Maintenant, nous, notre combat et à l'ensemble de l'équipe de négociation, c'est évidemment que cette annexe intègre dans un délai de raccordement minimum, parce qu'on ne va pas rester 10 ou 15 ans encore comme ça, intègre la grille globale et qu'on puisse revaloriser les métiers thermaux qui sont souvent les grands oubliés et qui finalement se disent mais qu'est-ce qu'on fait dans cette branche, etc. Donc il y a l'accord de fusion qui est en cours avec le CINERPA qui va prendre acte en 2024. Donc ils seront complètement intégrés au métier du CINERPA et du médico-social demain. Et donc c'est bien pour ces emplois qu'on a tellement oubliés depuis longtemps qu'il faudra peut-être mettre de l'accent supplémentaire afin qu'ils puissent intégrer la grille globale dans les prochains mois et dans les prochaines années.
Donc on n'oublie pas ces métiers qui font partie de la branche et on laisse personne de côté. C'était un engagement qu'on avait pris dès le début des négociations et qu'on va réussir par obtenir. Vous pouvez en tout cas compter sur nous et la CFDT. Merci Fabien pour cette précision. Alors pendant que tu as la parole, je vais te relancer, et je sais que tu adores ce sujet-là. Il y a eu une question de Chantal qu'on a reçue par Messenger via le groupe lucratif Facebook qui dit concernant justement le Ségur dans le privé, il peut être amené à être supprimé. Est-ce que avec l'avenant 33, il pourra être intégré dans le salaire de base? Est-ce que tu peux répondre à Chantal? Oui Chantal, il est dans le salaire de base et c'était la priorité. La priorité parce que c'était une prime qui avait été signée à l'époque, que la CFDT n'avait pas signée, à 160 €, qui pouvait un jour ou l'autre disparaître en fonction des campagnes tarifaires et qui n'était pas garantie. Alors, on nous disait, oui, mais vous comprenez, le Ségur, on a un petit, etc. Est-ce que c'est logique que les salariés du privé avaient 160 € et qu'ils n'évoluaient pas avec la carrière? Ou est-ce qu'on se dit que le privé et que le public, c'est le même combat et on obtient 183 € intégrés dans le salaire de base, etc. Donc pour nous, c'était important de l'intégrer dans le salaire de base. Il est là déjà garanti sur les 2 prochaines années avec l'augmentation du SMIC, puisque le temps que l'accord de transposition se mette en place, etc., on a réussi à obtenir dans l'accord de transposition quasiment automatiquement ce salaire augmente. Et puis après, on se remet autour de la table à chaque augmentation du SMIC, mais comme ça c'est toujours fait dans les négociations d'entreprise. Et on regarde, dès qu'une augmentation de SMIC apparaît, au bout de 45 jours, quels niveaux sont touchés. Pour rappel, on a sécurisé tous les premiers niveaux avec un écart conventionnel entre chaque niveau pour pas qu'il y ait de tassement, pour pas qu'on se retrouve comme actuellement avec une ASA soignante qui reste au SMIC pendant 20 ans tout au long de leur vie. Donc, ce Ségur, on ne pourra plus vous l'enlever, j'ai eu l'occasion de le dire dans certaines vidéos, et il est bien intégré comme dans le public au salaire de base. Donc, vous n'aurez plus la ligne prime Ségur 1, prime Ségur 2, il sera directement intégré dans votre Herman, là où il est important d'aller négocier dans les entreprises lors des négociations annuelles, le Herman, puisque c'est ça qui va déclencher l'ensemble des augmentations de salaire sur tous les ECR. Merci Fabien, je pense que Chantal est rassurée. Alors on va continuer avec Anne. Tu continues à dérouler ce qu'on a préparé pour ce premier webinaire. Alors, ne soyez pas trop frustrés, vous avez compris que dans le deuxième, on rentrera en détail sur notamment les ECR. Et dans le troisième, Fabien l'a déjà dit, tout ce qui concerne les NAO et la transposition. Voilà, c'est avec ces 3 webinaires que vous aurez vraiment la vue d'ensemble. Mais on prend le temps de vraiment détailler les choses. Alors Anne, on a vu tout ce qui était RAC, Herman pour les deux, le sanitaire et le thermalisme. Est-ce que tu voulais aborder d'autres choses? Non, en fait, je me suis dit que on avait tout balayé. Après, c'était intéressant et c'est ce qu'on a souhaité faire avec Fabien, faire une synthèse de avant-après, ouais. Savoir d'où on vient et sur quoi on va demain. Donc, il y a 3 filières. Hier, il y avait 3 filières, 95 emplois, 732 coefficients. Avec alors, ouais, on va mettre ça. Anne, ouais, on entre dans la dernière partie. Voilà, sur les changements importants. Et donc, sur les changements importants, on va regarder ça en détail. On vous a fait un avant et un après. Je te laisse la parole, Anne. Donc, 3 filières d'emploi, 95 emplois, 732 coefficients avec des statuts professionnels un petit peu plus nombreux. Et demain, nous n'avons plus que 17 niveaux de classification qui sont répartis en 4 statuts et 30 emplois repères. La rémunération dite parodie qui nous causait 62 coefficients infra-SMIC n'existe plus. Donc, comme vous le voyez, il y avait 3 possibilités pour votre salaire. Donc, soit le coefficient par le point, soit le salaire forfaitaire pour les coefficients jusqu'à 242. Et puis, il y avait le salaire annuel pour les coefficients inférieurs ou égal à 242 et le salaire annuel pour ceux qui sont supérieurs à 243. Bref, tout ça, c'est mis de côté avec la RAG également.
Aujourd'hui, nous sommes sur une rémunération annuelle minimum 2 niveaux pour chacun des 17 niveaux. Et la rémunération annuelle conventionnelle comprend le Herman, tous les ECR, et avec une comparaison obligatoire entre la rémunération minimale et celle effective dans votre établissement. Donc, notre petite victoire, vraiment, c'est que ces 62 coefficients infra-SMIC se retrouvent à un premier niveau de rémunération dans le secteur sanitaire à SMIC plus 15%. En 2023, il nous paraissait essentiel que les premiers niveaux soient payés à leur juste valeur. Et puis, ce qui change aujourd'hui, c'est que l'expérience, elle est valorisée. Hier, l'ensemble du personnel, elle représentait que 50% pour les administratifs et 100% pour les professions paramédicales. Aujourd'hui, il y a 3 grilles différentes selon les emplois, certes, mais une reprise à 100% quel que soit le secteur d'activité. Donc la comptable qui était dans le BTP et qui arrive dans notre branche, son expérience professionnelle, elle est reprise à 100%. Il n'y avait pas d'ancienneté non plus de rémunéré au niveau de la convention collective. Donc là, aujourd'hui, il y a une valorisation qui est identique pour tous les salariés et qui va jusqu'à 40 ans. Et puis, ce qu'il n'y avait pas et qui était difficilement valorisé dans les établissements, c'était l'expertise, toute la technicité du salarié dans son emploi. Il y avait uniquement une évolution de salaire sur l'ancienneté. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une valorisation financière de cette expertise spécifique dans l'emploi, avec des conditions particulières, mais une valorisation également des compétences et une reconnaissance du niveau de technicité, des missions, des responsabilités que le salarié peut avoir au sein de son établissement. Donc aujourd'hui, nous avons une rémunération minimum annuelle décente et en plus une valorisation de votre ancienneté dans l'établissement ou le groupe, plus une valorisation de votre expérience métier, plus une revalorisation de vos compétences, plus une valorisation de tout ce qui est technicité en termes d'activité professionnelle. Et je ne vous parle pas des suggestions, les travailleurs de dimanche, les travailleurs de nuit, les fériés et tous ceux qui font des astreintes. Voilà, merci Yann. Donc effectivement, ouais, vous avez compris, on reviendra en détail sur tous les ECR, les suggestions, en repartant évidemment de l'avenant 33. Et puis on va, dans le webinaire 3, vous accompagner et sur comment est-ce que on va renégocier, réajuster, appliquer cet avenant 33 en fonction de toutes les négociations locales. Et c'est bien à l'issue de tout ce travail, et il reste du travail, il y en a qui en ont pris conscience, mais c'est bien qu'au 1er janvier 2024, on pourra réellement voir l'augmentation de salaire, puisqu'elle, vous l'avez compris, elle se compose de l'avenant 33, mais aussi de tout ce que vous allez travailler dans l'année. Donc, nous, on a, entre guillemets, terminé de vous présenter ce qu'on voulait le faire dans ce webinaire 1, mais avec vos questions, on va peut-être revenir, si nécessaire, sur des choses où on serait passé un peu vite ou qui coincent un peu. Donc, est-ce que je vais laisser la parole à Fabien ou Anne? Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on passe aux questions, le temps que je feuillette tout ça? Fabien? Non, effectivement, on tenait à faire ce webinaire maintenant pour un petit peu aussi rassurer tout le monde, puisque on avait une question tout à l'heure sur la perte de l'ancienneté, etc. Mais c'est très difficile à calculer pour vous, juste avec un avenant, si vous allez gagner, combien, etc. Donc on l'a dit tout à l'heure avec toute l'équipe de la fédération,
au-delà des webinaires qu'on met en place, vous allez avoir un guide pratique donc qui va reprendre l'ensemble des webinaires et des illustrations qu'on échange ensemble. Et vous allez surtout avoir un simulateur de paye CFDT. Et je regarde Alexandra qui me fait des grands yeux puisque ça sera réservé aux adhérents CFDT. Donc avec votre code d'immatriculation NPA comme on dit chez nous, vous aurez accès à ce simulateur paye. Alors ce simulateur paye, pourquoi il est un peu peut-être plus lent que certains qui l'ont déjà sorti? Parce qu'on veut vous garantir un simulateur paye à la virgule près. C'est-à-dire que demain, vous rentrerez votre expérience, votre ancienneté, ce que vous y faites, comme mission complémentaire, etc. Et ça vous donnera un PDF propre, logoté CFDT, pour opposer à votre employeur si jamais vous étiez en désaccord avec lui. Donc, il est, Norbert, je ne dis pas de bêtises, en pleine construction. Il va être livré sous quelques semaines. L'idée, c'est que vous puissiez avoir effectivement, à partir de janvier, un outil qui peut être donné à l'ensemble de vos adhérents et qui vous permette de pouvoir leur répondre et savoir « je suis, je deviens ». Aujourd'hui, avec un accord conventionnel, même moi le premier, je serais incapable de vous dire demain combien je vais me projeter, combien je vais gagner. Il faut qu'on puisse dire aux salariés et surtout à nos adhérents, à nos militants, les bonnes choses, les bons chiffres et pas partir dans du n'importe quoi qui serait un peu du fantasme où cet accord pénaliserait quelqu'un. Je le répète, votre rémunération actuelle ne pourra pas diminuer. Donc il n'y a que du gagnant. Voilà, merci Fabien. Alors, vous avez, alors, dans un webinaire, vous avez vu qu'il y a plusieurs outils qui s'affichent sous la vidéo. Il y a effectivement un fil de discussion qu'on a ouvert, y compris même avant le webinaire, pour que vous puissiez nous poser des questions préalables. Et c'est ce fil-là que vous avez utilisé pour nous poser des questions. C'est très bien. Sinon, on peut aussi poser des questions dans une rubrique spécifique questions et qui nous permettent de les afficher à l'écran. On va passer en revue ce que vous dites dans la discussion. Donc ça, normalement, vous pouvez aussi les voir en même temps que nous dans le fil de discussion. Alors, ça va peut-être être un tout petit peu dans le désordre, mais on est dans cette dernière partie de questions. Et donc, au besoin, on reviendra sur les explications avec les supports qu'on vous a montrés à l'écran. Sinon, on va répondre soit Anne, soit Fabien. Alors, évidemment, tout ce qui est des questions autour, vous l'avez compris, des ECR, vous savez que maintenant, dans le webinaire 2, on y reviendra en détail. Donc, on va peut-être ne pas passer trop de temps sur celle-là. Alors, on a une première question de Rosalie. Nous sommes dans le groupe Ramsay. Comment négocier en interne si le groupe se débrouille déjà pour faire un accord de branche? Alors, qui veut répondre? Anne ou Fabien? Fabien? Alors, c'est une très très bonne question Rosalie parce que c'est quelque chose qu'il faut bien qu'on intègre tous ensemble. Le groupe Ramsay, on le connaît très très bien. Ça fait comme le groupe Valto, comme le groupe Elsan, c'est-à-dire que chaque clinique et établissement est juridiquement indépendant. Ça veut dire qu'ils ont une enveloppe salariale peut-être fixée par le groupe, mais chaque structure, chaque établissement fait ses négociations annuelles obligatoires. Alors certes, ils participent aux négociations de la branche, mais au nom de la FHP, pas au nom de Ramsay. Ça veut dire que tout ce que nous, on négocie au niveau de la branche, ça ne vient pas impacter vos négociations annuelles d'établissement. Et alors, il serait quand même malvenu de dire que les employeurs puissent tenir le discours qu'ils ont tenu pendant 15 ans. Oui, mais attention, ça risque de bouger au niveau de la branche. Donc surtout, on va attendre pour voir ce qui se passe pour ne pas aller trop vite sur nos négociations annuelles. Donc Ramsay reste un groupe avec des établissements, Elsan, Corian, Orpea, et à eux de faire leur politique salariale interne. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Rosalie. Il y a la négociation conventionnelle de branche, ce qui met le maximum du minimum, et il y a bien la politique salariale sur l'autre jambe interne dans les établissements ou dans les groupes, et c'est sur celle-là qu'il faut les négocier les NAO. Et vous allez avoir le discours à toutes les NAO, que ça coûte beaucoup d'argent, etc., que c'est compliqué pour tout le monde, sauf que ne nous trompons pas, il y a le conventionnel, la branche, et il y a vos négociations locales en interne chez Ramsay ou chez Elsan. Merci Fabien. On a une question peut-être pour Anne. Si dans notre établissement, notre grille de salaire est inférieure au Herman, l'entreprise sera-t-elle obligée de revoir les grilles? Céline nous pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Céline, Anne? Alors Céline,
à partir du 1er janvier 2024, tous les établissements devront appliquer la rémunération minimale annuelle. Donc, si ton employeur ne met pas en pratique, j'ai envie de dire, OK, pour les mois qui arrivent, de toute façon, il va y avoir une comparaison qui sera faite à la fin de l'année. Mais de toute façon, c'est les rémunérations minimum de branche, de convention collective, et ils vont être obligés d'appliquer ces rémunérations. Donc, si toi, tu es bien en dessous de là, eh ben, c'est que du plus pour toi, ces rémunérations. En attendant, c'est vraiment le minimum et ce sera obligatoire d'appliquer ces revenus minimum de niveau. Merci. Anne, on a une question de Sandra dans le fil de discussion qui dit donc dans les 45 jours après chaque hausse de SMIC, les salaires de base seront revus à la hausse. Anne, tu peux nous répondre? Céline a manifestement, Sandra, pardon, a manifestement mis son nez dans l'avenant 33. Est-ce que tu peux préciser en répondant à Sandra? Alors, effectivement, pour les ASH, typiquement, le revenu minimum annuel, c'est le SMIC. Alors après, il y a le Ségur. Mais le SMIC, quand il augmente, ça veut dire que le Herman, s'il n'augmente pas, ça commence à se grignoter et on recommence à être dans un système de « attention, les grilles se tassent et puis on va aller en deçà du SMIC voilà. ». Donc, effectivement, les employeurs se sont engagés à chaque augmentation du SMIC à se mettre, à réunir les organisations syndicales et patronales autour de la table afin de renégocier ce revenu minimum annuel pour les, Fabien, si je ne me trompe pas, les 6 ou 7 premiers niveaux. Voilà. 6 ou 7. Et puis, Fabien. Et puis ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai mangé son prénom, c'était qui posait la question, ça doit être Sandra, c'est ça je crois, ouais. de mémoire. Ce qu'on disait tout à l'heure Sandra, ce qui a été obtenu également dans l'accord de transposition là, qui va être signé normalement fin mai pour que vous puissiez vous aussi vous l'avoir entre les mains, c'est que pour les 2 prochaines années, on a réussi à obtenir que dès que le SMIC augmente, il n'y aura même pas de négociation sur les 45 jours, ça veut dire qu'il y aura un accord sur table à signer directement pour qu'on relaisse ce niveau de grille. Donc, pourquoi on a fait ça aussi? C'est parce que le temps que l'accord soit mis en place, le temps que sur l'ensemble des établissements, je rappelle 900 primes côté sanitaire, plus de 700 primes côté médico-social, le temps que tout le monde puisse se poser sur l'accord, le travailler intelligemment dans un dialogue social constructif avec les employeurs, il nous paraissait en plus compliqué pour vous de vous rajouter ça sur les 2 premières années d'application. Donc là, pas d'inquiétude sur ces 2 premières années d'application. Et puis, dès que cet accord est mis sur l'ensemble des établissements, effectivement, comme le disait Anne, dès que le SMIC augmente, ouverture des négociations sous 45 jours maximum. C'est pour ça aussi qu'on a mis des minimums conventionnels entre les 6 premiers niveaux, comme disait Anne, justement. Ça évitera le tassement de la grille et qu'on vienne grignoter le Ségur. Donc, c'est quelque chose d'intelligent. Après, on ne va pas se mentir. Qu'est-ce que dit le ministère aujourd'hui? Il ne veut plus de branche avec des salaires infra-SMIC. La branche du lucratif a fait ce choix de négociation, on a signé avec, donc on ne va pas retourner dans un système parodie avec 62 coefficients infra-SMIC. En tout cas, la CFDT ne le veut pas et saura se faire entendre si jamais le deal n'est pas respecté avec les organisations patronales. Merci Fabien pour ces précisions. Alors, on va continuer à éplucher un peu les questions. On a Marie qui dit bonjour, ces rémunérations indiquent par exemple pour une IDE en début de carrière une rémunération identique à une IDE qui a 20 ans d'expérience. Qu'en pensez-vous de ces débuts de carrière? Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre, Anne, à Marie? Elle prend aujourd'hui et puis après le début et la fin. Oui, alors je ne comprends pas trop, j'ai pas trop bien saisi la question, donc je suis désolée. Moi, je pense que c'est la question de l'expérience. Effectivement, tout le monde a le même Herman. Oui. Et comment quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, comment ça se traduit au niveau salarial? Alors, on le verra dans le deuxième webinaire, mais en fait, l'expérience, elle est rémunérée différemment en fonction de la catégorie socio-professionnelle dans laquelle on se trouve, donc les paramédicaux, les non-paramédicaux. Mais pour le coup, il faut reprendre l'avenant et avoir les calculés en fonction du revenu minimum annuel de ton niveau
Et alors, c'est pas tous les ans. Donc, par exemple, c'est 10, 15. Et ben, si tu es à 12 ans, il faut que tu prennes 10. 10 ans d'ancienneté. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, il suffit juste de calculer le pourcentage qui sera toujours mis en annuel, donc divisé par 12 pour avoir le mensuel. Merci. Merci Anne. Alors, on va continuer à éplucher les questions. Monique, on va demander à Fabien de répondre. Qui dit « Les ASH brancardiers sont actuellement en filière soignant. Pourront-ils encore être reconnus en grille paramédicale dont les évolutions salariales sont plus avantageuses ?» Donc Fabien, qu'est-ce qu'on peut répondre à Monique? Oui, et je pense que ça doit être Monique qui doit habiter à Nantes, de mémoire comme ça. Je crois qu'on en avait déjà échangé. Donc, effectivement, on l'a déjà dit, mais on va le redire pendant la tournée fédérale et je pense qu'on va être quelques mois à le redire. Ce que vous avez négocié, puisque un ASH aujourd'hui n'est pas forcément dans la filière soignante dans les entreprises. Ça a été négocié dans certaines entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, la politique salariale, les groupes n'ont pas tendu la branche pour faire leur politique salariale. Donc, je prends un exemple, moi je connais bien, dans mon établissement qui est chez Vivacto, effectivement, les ASH sont sur la grille soignante et vont perdurer sur la grille soignante. Ça veut dire que sinon, l'accord qu'il y a de mettre dans votre établissement les ASH sur cette grille soignante tombe et que l'employeur va le dénoncer sous 15 mois. Je ne pense pas que c'est l'intérêt de votre employeur. Et puis, on ne va pas se raconter d'histoire. Une fois que c'est signé, on ouvre un marché concurrentiel. Ça veut dire que chaque groupe va essayer d'aller être le mieux disant pour récupérer les soignants qui lui manquent. Enfin, je pense que vous êtes comme nous à regarder tous les jours l'actualité. Les salariés, on n'en trouve plus, notamment les salariés de nuit. Les services manquent par manque d'attractivité et de rémunération équivalente à l'hôpital public. Donc, le contraire va se passer. Ça veut dire que les employeurs aujourd'hui, une fois que l'accord va s'appliquer, vont essayer d'être le mieux disant pour récupérer les soignants et les salariés qu'ils ont besoin, que ce soit des agents administratifs, des ASH. Donc cette filière soignante va perdurer et si elle ne perdure pas, ça veut dire que votre employeur dénoncerait un accord qui avantagerait les salariés et qui lui dirait écoutez, allez voir ailleurs parce qu'en face, les ASH sont bien sur la filière soignante. Donc ces accords locaux, ils vont perdurer. Les seuls effectivement remis en question, les quelques-uns qui vont être remis en question, c'est tous ceux qui ont une indexation sur la valeur du point ou le coefficient qu'il va falloir traduire avec le RMAN. Merci Fabien. Alors, je ne prends pas forcément les questions dans l'ordre de la discussion. On va essayer de répondre un peu par package, on va dire. On va garder la parole vers Fabien parce qu'il y a une question de Xavier qui va nous énerver un petit peu, je pense, le Fabien là. Xavier, un simulateur est déjà mis en ligne par certaines OS qui ne calculent pas correctement la rémunération. Nos adhérents sont très demandeurs, ils veulent des chiffres. Qu'est-ce que tu peux répondre, Fabien? Je vais essayer d'être agréable. Je pense profondément que le travail des organisations syndicales, c'est vraiment de bosser sur des rémunérations, des classifications et pas attendre 20 ans que ça arrive. Enfin, moi, j'étais comme vous tous, délégué syndical dans ma boîte et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe à la FHP? Qu'est-ce qu'ils font? Et tout à l'heure, on parle avec Alexandra de représentativité. C'est pas pour rien qu'on dit ça. C'est que si on est à 39 ans aujourd'hui, à 40 et à plus de 50% dans cette branche demain, eh ben, on pourra appliquer, avancer. Et vous voyez bien, en l'espace de 2 ans, on a gagné ce qu'ils n'ont pas fait en 15 ans. Donc oui, un simulateur rouge avec Alliance IRP a été lancé dans les entreprises sur un tableur Excel qui ne reprend pas le travail de cet accord, qui ne reprend pas précisément l'avenant 33 et qui va induire ou pas en erreur les salariés. Et ça, pour la CFDT, ce n'est pas possible. Donc, je parle sous le contrôle de Norbert et Anne qui ont passé de très nombreuses heures sur l'outil simulateur CFDT. Il est en fin de construction, il va sortir dans les quelques semaines et il sera accessible à tous nos adhérents. Pourquoi on prend un peu de temps? Parce que l'on travaille précisément et qu'on ne donne pas un faux espoir aux salariés avec un PDF qui ne serait pas conventionnel et le salarié nous dirait mais c'est quoi ces amateurs? Ils ont négocié pendant 2 ans un accord, ils ne sont pas capables de savoir combien je vais gagner. Et je rebondis sur la question tout à l'heure, l'infirmière à 30 000 €, est-ce que c'est moi qui ai 20 ans d'ancienneté, je suis déjà à 30 000 €? Oui, mais les 30 000 €, c'est la base du début conventionnel. À ça, il faut rajouter l'ensemble des ECR et des suggestions et tout ça va être intégré dans le simulateur de paye. Alors,
Laissons à certains qui n'ont pas eu le temps de négocier pendant 15 ans le choix de faire un simulateur de paye. Nous, on continue à dérouler, on continue à travailler intelligemment pour les salariés, puisque nos adhérents le méritent et les salariés le méritent. Et puis, on va continuer à dérouler avec la tournée fédérale, avec le guide pratique CFDT et avec le simulateur de paye réservé à nos adhérents. Merci Fabien. Oui, pour préciser, oui, effectivement, le travail que la CFDT fait sur ce simulateur, vous l'avez compris, il va être… c'est un simulateur qui va suivre l'actualité, c'est-à-dire dès que les airman vont changer, automatiquement le simulateur sera mis à jour et ça sera transparent. Vous pourrez tout de suite refaire une nouvelle simulation. Et puis, donc il intégrera, comme on vous l'a montré de manière très schématique, tout ce qui est tangible, tout ce qui est lié à l'avenant 33 apparaîtra, mais de manière pédagogique, on montrera aussi toutes les NAO locales, comment elles vont ou pas être, en fonction des transpositions, être aussi présentes. Et c'est bien l'ensemble de ces éléments qui vont faire la future paye, et pas uniquement le minimum sur lequel certaines organisations se concentrent et qui n'a pas de sens puisque c'est juste un focus sur un élément. Donc voilà, il y a pas mal de travail, mais vous êtes impatients, c'est super. On a jusqu'au 1er janvier 2024 et puis on pourrait dire on n'a que jusqu'au 1er janvier 2024. Donc on sait qu'on a beaucoup de choses à faire, mais on a aussi le temps. Donc voilà, on va dérouler le webinaire. Si notre webinaire numéro 3 est au mois de juin, c'est parce que d'ici là, on espère vous présenter, avancer sur tous ces chantiers, simulateurs, transposition, et peut-être vous donner même des exemples locaux de groupes ou d'entreprises qui ont fait déjà le travail de transposition. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, on va passer à une question autour de… Alors, attendez, je vais vous l'afficher à l'écran. Si je retrouve ma souris, voilà. Donc, on a une question de Jennifer. Donc, je vous la mets à l'écran et je la lis pour le studio parce qu'il ne la voit pas forcément. Jennifer qui dit « Bonjour, si nous avons en… Ah pardon, c'est pas grave, on va répondre à Jennifer. Je voulais mettre la question de Samir, mais si nous avons négocié notre salaire en fonction de nos missions autonomie par le biais d'un changement de catégorie, technicien, agent de maîtrise, comment se passera la nouvelle classification? Qui peut répondre? Anne ou Fabien? Anne? En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il va y avoir un accord de transposition au niveau de la branche et il va y avoir également un accord de transposition au sein de chaque établissement. Et typiquement, il y a des primes qui ne vont pas rentrer dans ce qu'on appelle les ECR compétences, les ECR activités. Tout ça, ça va être une négociation à faire au sein de votre établissement. Du coup, les primes qui ne rentrent pas dans des ECR, elles continueront toujours à vivre puisqu'elles existent, puisqu'elles ont été signées par des accords d'entreprise. Mais c'est toujours des moyens qu'il va falloir trouver, des moyens à négocier avec l'employeur pour savoir comment elles vont perdurer. Elles vont perdurer, c'est sûr, mais comment… sous quelle modalité, ça va être à définir avec vos accords de transpo. Toutes les questions relatives aux ECR, expérience, ancienneté, compétences, activités, vraiment, on va vraiment vous détailler tout cela dans le webinaire 2. Et c'est vrai que vous êtes en attente de plein de réponses et ce qui est entièrement compréhensible. Moi-même, la première, je serai comme vous et je serai très impatiente d'avoir toutes mes réponses. Mais vraiment, on va vous faire quelque chose de bien complet et vous allez pouvoir continuer à nous communiquer vos questions. N'attendez pas que le deuxième webinaire arrive pour nous poser les questions. Le fil de discussion du Facebook, nous, on les prend au fur et à mesure, on les note, on va regrouper, on va faire des packages de réponses. Donc, n'hésitez pas à nous les envoyer encore. Merci Anne. Peut-être pour Fabien, une question de Samir qui demande « Pouvez-vous nous préciser l'article 7 ?» Et alors, si je ne me trompe pas, on doit avoir une question liée aussi dans le fil de discussion que je cherche et qui dit… voilà, Céline
qui demande dans le fil de discussion, est-ce que cet accord peut être remis en question si les financements de l'État ne suivent pas? Donc je pense qu'à la même question, article 7, etc. Est-ce que Fabien, tu peux répondre à cette question? Oui, alors, grande question qui habite beaucoup les employeurs. Le texte, comme on l'a dit, il a été signé. La deuxième étape, c'est que le texte se passe à l'extension. Qu'est-ce que c'est l'extension? C'est qu'il est envoyé au ministère et le ministère va regarder article par article si oui c'est conventionnel et oui ça peut aller à l'extension du texte. Dans cet article 7, c'est soumis à financement. Donc comment ça se passe? Les employeurs de la branche, et donc pas les employeurs des groupes, mais bien la branche, va demander un accompagnement financier aux divers ministères, comme c'était le cas pour le Ségur, comme c'était le cas pour la prime soins critiques, son élargissement il y a peu de temps, comme c'est le cas pour des primes qu'on va regrouper dans les ECR de ma activité. Et on nous dit aujourd'hui, s'il n'y a pas les financements, l'accord ne pourra pas être mis en place. Je n'ai pas en mémoire, et j'ai demandé quand même aux plus anciens secrétaires nationaux de la fédération s'ils avaient en mémoire un accord qui avait été signé, qui avait été étendu et il n'avait pas été appliqué. On n'a pas aucun recul là-dessus puisque ça n'existe pas. Donc, on est très confiant sur son application, on n'est pas trop inquiet sur son application. Et effectivement, cet article 7, soumis à conditions financières des employeurs, etc., on nous a déjà indiqué en commission paritaire que les rendez-vous étaient pris à Matignon, au ministère de la Santé, au ministère de l'Autonomie. Donc, on est quasiment sûr que cet accord va être appliqué. On ne va pas se mentir. La demande du ministère, c'était quoi? C'est que les branches professionnelles n'aient plus de coefficient infra-SMIC et soient attractifs. Donc là, aujourd'hui, on a un système attractif, conventionnel intéressant. Il ne faut pas oublier les copains d'à côté. On pense aux copains de l'associatif, on pense aux copains qui n'ont pas encore le Ségur et qui vont voir que dans la branche lucrative de 300 000 salariés, et notamment aussi la fonction publique qui nous regarde avec des grands yeux, on arrive à avoir ce résultat-là en 2 ans de négociation. Donc forcément, tous les projecteurs sont braqués vers le lucratif. Après, comme disait Anne, il était temps, arrivé en 2023 où il n'y avait plus un personnel dans nos établissements, qu'on ait quelque chose d'attractif pour les salariés. Donc cet article 7, on va attendre l'extension, on attend le retour de l'extension puisqu'il y avait 15 jours de droits d'opposition qui sont passés, vu que la CGT et FO sont minoritaires, l'opposition n'est pas passée. Et donc du coup, une fois que l'extension sera validée, on n'aura quasiment aucune inquiétude sur son application. Juste une petite chose pour préciser, on avait rappelé qu'au 1er janvier 2024, le texte passait sur table, était appliqué dans les établissements. Pour ceux qui ne jouaient pas le jeu et attendaient février ou mars, on avait obtenu quelque chose d'assez historique dans la maison. C'est une rétroactivité complète de ce Herman. Donc c'est-à-dire que si votre employeur tardait à l'appliquer, il ne l'appliquerait qu'en mai 2024, il serait obligé de vous appliquer la rétroactivité au 1er janvier. Merci Fabien. Voilà, donc c'est vrai que sur cet article 7, alors vous nous remerciez pour les réponses qui sont données dans le fil de discussion. Et puis il y a Sébastien qu'on connaît, qui est CFDT, qui dit « En 2024, les grands groupes ne risquent-ils pas de se cacher derrière les nouvelles rémunérations pour faire piétiner les NAO qui suivront ?» Je peux répondre, Fabien et Anne? Avec plaisir. Sébastien, tout est envisageable, le pire, mais aussi le meilleur. Et ce qu'on a vu dans la séquence de cet avenant 33, avenant 32, comme on vous a raconté, c'est que le rapport de force, il faut aussi aller le chercher et le construire. Si on vous a fait un chapitre avec Alexandra tout à l'heure sur l'adhésion, c'est ça. Le 18 octobre, on a un rapport de force important, la CFDT est visible, les salariés se mobilisent massivement, tout le monde se demande ce qui se passe dans ce secteur lucratif et évidemment les patrons répondent à cette pression qu'on leur a mis. Et il faut que ça continue. On n'a pas signé, obtenu quelque chose et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça tombe. Maintenant, il faut que l'application se passe bien et il faut que les négociations continuent. Puisqu'on est dans le secteur lucratif et que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné et que ça doit encore fonctionner. Donc effectivement, s'il y a en 2024 des NAO qui patinent, comme tu dis Sébastien, eh ben, il faudra montrer les muscles. Voilà. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive à progresser. En tout cas, vous l'avez compris, il y a des réelles augmentations, des réels acquis
signé grâce à la CFDT, vous le faites savoir dans le fil de discussion. Donc je regarde si il y a d'autres questions qui sont arrivées, mais on va effectivement bientôt arrêter. Donc vous avez compris que tout ce qui est sur les ECR, on en parlera dans le webinaire 2. Hein. Donc là-dessus, pas d'inquiétude, on en reparlera en détail. Voilà, je regarde un petit peu. Donc je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Ce qu'on vous propose, c'est que on va continuer à suivre le fil de discussion, mettre quelques réponses écrites dans les jours qui viennent. Et puis, on va mettre de côté, évidemment, toutes les questions propres aux ECR pour affiner notre préparation du webinaire 2 et puis aussi répondre à ces questions-là. Donc, peut-être un dernier mot sur des choses qu'on aurait pu oublier. On va s'arrêter parce que ça fait presque bientôt 1h30 qu'on est ensemble. C'est déjà pas mal. Et puis, vous l'avez compris, on aura d'autres rendez-vous entre nous. Donc, Fabien ? Oui, juste insister peut-être sur, on vous l'a dit tout à l'heure, la tournée fédérale qui va prendre sa place, puisqu'il y a quand même une forte demande partout et on a demandé à l'ensemble de nos négociateurs de nous accompagner parce que la visio c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu distant. Là, on va la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises Norbert, sortir le tract de la tournée. En plus, c'est une belle tournée parce que c'est la tournée 33 tours, référence à un célèbre chanteur qui disait, je crois, allumer le feu et on sait l'allumer quand il y a besoin. Donc concrètement, on va aller dans chaque région, se déplacer, vous rencontrer. Les dates vont être sorties. Donc, vous avez juste à vous rapprocher de votre syndicat départemental afin de connaître l'endroit et le lieu. Et par région, l'ensemble des négociateurs et des secrétaires fédéraux ou nationaux qui seront disponibles vont venir vous rencontrer en direct dans les régions avec notre chère collègue Alexandra également sur certaines dates pour bien appréhender cette adhésion et ne pas avoir peur de la proposer. Donc, si c'est un peu complexe pour vous, si c'est loin, si vous avez besoin de présentiel, cette tournée fédérale est faite pour vous. Donc on va la dérouler jusqu'à quasiment fin d'année. Une date pour l'instant est prévue par région, s'il y a besoin on en remettra d'autres. Mais j'insiste, on essaie de vous donner le maximum d'outils pour une comparaison la plus simple possible et pas simplement un simulateur paye qu'on balance comme ça dans la nature et puis qu'on essaie de se débrouiller avec. Donc insistez, contactez vos secrétaires départementaux. Les dates sont déjà posées dans les réunions régionales. On va vous envoyer un tract courant semaine prochaine avec le 33 tours et on viendra à votre rencontre en présentiel parce que ça va nous faire aussi du bien de vous voir dans la vraie vie et puis répondre à toutes vos questions et on aura beaucoup plus de temps sur une journée complète de 9h à 18h de répondre à l'ensemble de vos questions. Anne, un dernier mot ? Un dernier mot, je vais revenir sur le développement parce qu'en fait, je pense que ça conclut bien le fait que nous avons pu obtenir depuis 2 ans là, des belles négociations parce qu'on avait un beau rapport de force. On a un beau rapport de force. Proposez l'adhésion, faites en sorte de construire une belle section, d'avoir une bonne représentativité au sein de votre établissement parce que c'est également là que vous allez pouvoir jouer en disant voilà, on fait tant de pourcentage, il y a tant de salariés qui suivent la CFDT. Si vous souhaitez continuer à être dans le dialogue social, dans la construction, eh bien, il faut également faire en sorte que les négociations aboutissent pour le bien des salariés et puis pour le bien du dialogue social également. Donc, je terminerai sur cette note de développement qui est importante. Voilà, merci. Donc, vous êtes plusieurs dans le fil à nous dire merci. Merci aussi pour votre présence et votre assiduité. On va, évidemment, ce webinaire reste en replay. On va vous le chapitrer pour vous simplifier les choses. Au besoin, on vous mettra des liens pour faciliter les choses. Donc vous allez sur la page du site et sur le groupe Facebook, on pourra retrouver tous ces éléments. Et puis on va laisser le mot de la fin à Sébastien qui dit merci à tous les trois. Nous montrerons les muscles. Voilà, bravo. Le message est passé. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Et à bientôt.